L'Eurométropole est à 1h46 de Paris. Bonne nouvelle! Pour vos vacances, Costa Croisière décuple votre bonheur. Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boisson et bien d'autres avantages sont inclus et disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. France Info. 20h-21h, France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Alors ce n'était pas une promesse de campagne, mais François Hollande vient de régler le problème des taxis. Ça a pris du temps, mais c'est fait grâce au retour d'Agnès Salle au ministère de la Culture. Condamnée pour frais de taxi abusifs alors qu'elle dirigeait l'INA, elle avait été exclue de la fonction publique et cette mise à pied prenant fin, elle a réintégré une administration. Il paraît que depuis, la borne de taxi de la rue de Valois a été rebaptisée borne Agnès Salle, mais ça reste à vérifier. Et eux, ils sont venus à pied, en métro, à cheval ou à la nage. En fait, on ne sait pas trop, mais ils sont bien là. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Cécile Domas de Libération. Bonsoir. Bonsoir. Également Pierre-Yves Bournazel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller de Paris et conseiller régional Les Républicains. Yann Lindingre de Flux Glacial. Bonsoir. Bonsoir. Vincent Trémollet du Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Et pour notre premier débat, le président des jeunes socialistes, Benjamin Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, 4 débats qui se gèrent sur l'actualité. Le canard à 100 ans et de la politique enfonce toujours le coin, bon mauvais jeu de mots. Républicain, la primaire passe par Londres. Le pouvoir hongrois n'aime pas les étrangers, mais ce sera par référendum. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Vous pensiez que ça en était terminé avec la loi travail, que ce 5 juillet allait tirer un trait sur 4 mois de contestation, de combat, de pavés volants et de « moi cet article 2 je l'aime pas », bien pratique dans les dîners en ville pour mettre un peu d'ambiance. Eh bien en fait tout devrait prendre fin le 20 juillet prochain, le temps de repartir une nouvelle fois au Sénat et d'arriver, il faut bien le dire, en piteux état à l'Assemblée nationale vers le 20 juillet. Manuel Valls n'a donc pas transigé, il a une nouvelle fois sorti son 49.3 de sa pochette afin d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter la loi El Khomri. La droite a décidé de ne pas déposer de motion de censure, ils en ont assez. Du côté des frondeurs, on se frotte la barbiche et on s'interroge. Désormais, selon le député frondeur Laurent Baumel, tout n'est qu'une question de com. Je pense que Manuel Valls est enfermé dans la construction de sa propre image, qu'il veut absolument apparaître comme un homme d'autorité, intransigeant, un homme à poigne. Il imagine que son avenir politique passe par le fait de laisser dans la mémoire des Français cette trace-là et cette image-là. Ce qui est plus incompréhensible, c'est pourquoi François Hollande, qui en principe est quand même dans ce système le supérieur hiérarchique de Manuel Valls, laisse faire ce désastre. Et là, pour moi, c'est totalement incompréhensible. Député socialiste, donc frondeur, Laurent Baumel. Alors, Benjamin Lucas, forcément, je me tourne vers vous. Nouveau 49.3, comment vous le prenez, nouveau 49.3 sur la loi El Khomri? J'ai honte de ma famille politique qui offre encore un spectacle lamentable. On va faire passer de force un texte qui est rejeté par le pays, les sondages le montrent, qui est rejeté par les électeurs de gauche, ceux qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui, que nous pouvons gouverner aujourd'hui, qui ne rassemble pas la gauche, qui n'est pas majoritaire au Parlement, qui contredit nos engagements de campagne et nos valeurs. Et donc c'est un spectacle lamentable. C'est à se demander si aujourd'hui le gouvernement ne fait pas exprès de chercher à fracturer, à diviser la gauche et à la faire perdre en 2017. Moi je crois qu'il y avait possibilité de trouver un compromis, il y a toujours possibilité de se rassembler autour de nos valeurs communes pour ensuite rassembler la gauche et gagner une élection. Là, visiblement, on en prend le mauvais chemin. Alors l'idée, c'était d'aller vite. Est-ce que finalement, ce n'est pas le meilleur chemin à prendre le 49.3 ? Mais c'est pas parce qu'on va vite que nos électeurs s'en souviendront pas. Et en l'occurrence, moi, je les ai écoutés. J'étais dans les manifestations, dans l'essentiel des manifestations contre la loi travail. Celles et ceux qui manifestaient, c'était pas des électeurs et des électrices de Nicolas Sarkozy en 2012. C'était celles et ceux qui ont fait la victoire de François Hollande le 6 mai 2012. Et c'est eux qui aujourd'hui nous disent que si cette loi passe, ils ne voteront plus pour nous. Donc à un moment, on peut aussi considérer qu'il faut s'entêter comme ça. Mais voilà, je pense pas que pour faire œuvre d'autorité, il faut être légitime, il faut s'appuyer sur la légitimité du peuple, la légitimité du Parlement, la légitimité de ses engagements de campagne. Quand on le fait comme ça, c'est juste de l'autoritarisme bête et méchant. Alors Pierre-Yves Bournazel, la droite parlementaire a dit qu'il y en avait assez, donc ils n'avaient pas envie de déposer de motion de censure. Est-ce que vous les comprenez, ou finalement de dire il pourrait tout de même aussi continuer à discuter et à se dire qu'une motion de censure peut être intéressante pour l'opposition ? Non, je crois que comme beaucoup de Français, on en a marre
de ce feuilleton qui dure depuis trop longtemps, parce qu'au fond, on était parti au départ sur un projet de loi qui avait un peu de sens, et beaucoup d'entrepreneurs avaient trouvé que ce projet de loi, au départ, le premier, avait un certain nombre d'éléments qui permettaient de redynamiser un peu l'économie de notre pays, redonner confiance à ces entrepreneurs. Et puis finalement, dans ce texte, il n'y a plus grand-chose. Mais on vient d'entendre le réquisitoire le plus implacable venant de la gauche contre le gouvernement. Et on voit très bien que le 49.3 est utilisé parce qu'il y a un désaccord majeur entre le gouvernement et sa majorité. Et je crois que François Hollande en porte une lourde responsabilité, d'abord parce qu'il a raconté une histoire en 2012, une histoire finalement qui n'était pas sérieuse, qui ne prenait pas en compte les réalités de la situation du pays, et que finalement il a menti aux Français. Et c'est ça le pire. Et je crois que nous, on doit en tirer des leçons. C'est qu'en 2017, on doit dire la vérité aux Français sur ce qu'on pourra faire ou ne pas faire, et avoir un vrai projet, et que les 100 premiers jours avant l'élection sont plus importants encore que les 100 premiers jours après l'élection. Alors Benjamin Lucas, et après... Quand vous entendez ça, justement, finalement, Manuel Valls a parlé à la tribune d'alliance des contraires, finalement en disant les frondeurs et la droite sont ensemble. L'alliance des contraires, c'est quand on fait une loi qui contredit ce qu'ont été nos engagements de campagne et ce qu'est notre histoire. Quand on inverse la hiérarchie des normes, quand on explique que le code du travail, c'est dans bien des aspects un frein à l'emploi, on reprend ce que sont les argumentaires de la droite depuis des années. Donc l'alliance des contraires, elle est entre ceux qui portent cette loi et ceux qui les ont combattus, que nous avons combattus ensemble pendant des années. Et moi, je ne crois pas que nous ayons menti en 2012. Je crois justement, si nous avons gagné, c'est parce que l'analyse qui a été faite par François Hollande dans sa campagne, c'est que toutes les politiques libérales menées depuis les années 80, elles conduisaient à plus de chômage et à plus de précarité. Et que donc, il fallait faire l'inverse. Et que protéger les salariés n'était pas un frein à l'emploi. Et revenir sur ça, c'est d'une certaine façon dire, oui, justement, nous avons eu tort de vous dire ça en 2012. Et moi, je ne crois pas que François Hollande a eu tort en 2012. Et notamment au discours du Bourget, de tenir le discours d'égalité. Quand je dis mentir, c'est mentir, puisqu'il a tenu des propos et il n'a pas tenu les engagements qui étaient les siens. Je rappelle aussi que... Et sur le 49.3, je rappelle que François Hollande, là aussi, a menti, puisqu'il disait dans les années 2000, que c'était de la brutalité et un déni de démocratie, notamment lorsque le gouvernement de Dominique Villepin avait voulu l'utiliser. Vincent Trémollet. Oui, ce à quoi on assiste, c'est quand même des petits politiciens sans envergure de la 4ème République qui bénéficient d'une architecture constitutionnelle extrêmement noble faite pour des hommes d'État. On a vu François Hollande vouloir réformer la Constitution sur la déchéance de nationalité au mois de novembre. On voit maintenant Manuel Valls utiliser une arme d'exception, qui est le 49.3, qui est une arme d'exception, qui n'est pas une arme commune qu'on utilise en dernier ressort quand l'intérêt du pays est en jeu. Et on voit des outils constitutionnels extraordinaires dont profitent des hommes politiques qui n'ont plus aucune popularité. Je pense que sans les remparts qu'offre la 5ème République, ni François Hollande, ni Manuel Valls ne seraient aujourd'hui au poste où ils sont. Il y a le secrétaire d'État Thierry Mandon, lui, qui prône l'abandon du 49.3. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Ça serait intéressant finalement de supprimer. Déjà, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire c'était la nature de cette loi, et cette loi, elle était sur l'emploi, et notamment sur le travail. Bon, là, on l'a beaucoup oublié en vous entendant tous. Vous étiez dans des analyses très pointues de politique, mais il s'agit du travail, donc c'est ce que les gens vivent au quotidien, et notamment sur ce rapport de force qui, depuis quand même de plusieurs années, est en train d'être très inégalitaire entre les employés et les employeurs. Donc là, sur ce point-là, qui est un point essentiel aujourd'hui, au niveau économique, mais au niveau sociétal, on n'est arrivé à rien. Et c'est là l'immense gâchis, plus que peut-être de savoir qui de Hollande a menti et de Valls qui est autoritaire. On sait que Valls est autoritaire, on n'apprend rien. Excusez-moi. Mais et le 49.3, malheureusement, il l'a utilisé. On savait qu'il allait l'utiliser à nouveau aujourd'hui. Ce qu'on voit là, c'est un immense gâchis. Sur un débat essentiel qu'est le travail. Et 2, sur une pratique démocratique qui ne s'est pas faite alors que ce texte a été discuté partout, dans la rue, dans les universités, dans les entreprises, dans les syndicats, et pas à l'Assemblée nationale. Pour vous, il est arrivé trop tard dans le quinquennat. Donc il y a un problème. C'est là, et c'est ça qui est un problème quand même manifeste de notre société aujourd'hui et de notre politique aujourd'hui. Sur la question du 49.3, est-ce que dit Thierry Mandon, il y a quand même un problème. D'abord, il y a une grande hypocrisie politique, puisque tout le monde a rendu hommage à Michel Rocard, qui a disparu il y a quelques jours et qui a utilisé, lui, le 49.3. Dans des circonstances bien différentes. Dans des circonstances différentes. Il avait une majorité relative. Il n'avait pas de majorité. Oui. Et donc, c'est quand même un outil, une arme d'exception qu'on utilise quand on n'a pas de majorité. Pas qu'on utilise contre sa majorité, après avoir dit en février qu'il l'utiliserait pour un projet de loi qui n'a quasiment plus rien à voir avec celui qui est présenté là. Donc il l'utilise mal et à contre-temps. Encore une fois, ce sont peut-être des outils constitutionnels trop grands pour lui. Yann Lindingre,
Moi, je rencontre pour la première fois Benjamin Lucas, mais ça me fait plaisir qu'en tant que jeune socialiste, il tienne ce discours-là, parce que moi, je suis l'électeur qui a voté au deuxième tour pour François Hollande, et pas pour ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais je voterai jamais à droite, personnellement, mais je voterai éventuellement encore socialiste au deuxième tour, s'il y a des gens comme ça dans quelques années qui me tiennent ce genre de propos. Mais là, on a un gouvernement socialiste qui fait une loi de droite, et j'imagine que la droite refuserait de voter la motion de censure, ce que je trouve ça une hypocrisie encore pire que les hypocrisies dont vous parliez, parce que c'est une loi, vous, les Républicains qui êtes à genoux devant le MEDEF, je comprends pas en quoi cette loi vous convient pas, parce que Juppé et Sarkozy disent que c'est du pipi de chat, qui feront bien pire, mais eux-mêmes ont été à genoux devant la rue, en tout cas Juppé et Villepin ont laissé la rue gouverner, comme vous dites, donc vous avez fait bien pire que ce gouvernement, et vous promettez encore pire bientôt. Pierre-Yves Nazal. Non, ce que je veux vous dire, c'est que je crois qu'il faut tirer les leçons. Moi, je suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Je suis là pour dire que la France traverse une crise économique et sociale qui dure, qui mine le moral des Français, alors que des pays comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont retrouvé le chemin de la croissance et de l'emploi parce qu'elles ont fait les réformes nécessaires. Eh bien, la France ne les a pas faites. Il faut avoir le courage de fixer. Il faut avoir c'est pas l'exemple à citer en ce moment. Il faut avoir le courage. C'est pas parce qu'il y a eu le Brexit que derrière il n'y a pas eu de réforme menée par la gauche et la droite. Il faut avoir le courage de fixer un cap, de donner une vision à notre pays, d'avoir le courage de faire des réformes pour remettre sur le chemin de l'emploi des millions de Français qui en sont écartés parce que certains ont privilégié un certain nombre d'égoïsmes. Justement, peut-être que le Brexit est aussi le refus masqué de ces réformes qui ont été menées depuis des années. Alors on va continuer. Je pense que c'est dû à beaucoup d'autres choses. Tout est sur le dos de l'Europe, mais l'Europe, malheureusement... Ce qu'on va faire, Cécile Domas, c'est qu'on va continuer à en parler dans un instant, mais il est 20h15 sur France Info. Les titres, François Lepage. Les opposants à la loi travail étaient moins nombreux que la semaine dernière. Aujourd'hui, pour la 12e et dernière journée de mobilisation avant les vacances d'été. Mais les syndicats opposés à la réforme comptent bien relancer la mobilisation en septembre. Le Premier ministre a lui dégainé une nouvelle fois le 49.3 cet après-midi à l'Assemblée et engagé la responsabilité du gouvernement pour forcer l'adoption du texte. À droite, les groupes Les Républicains et UDI ne déposeront pas de motion de censure. Reste à savoir si les socialistes frondeurs et la gauche de la gauche réussiront à le faire. Ils ont jusqu'à demain après-midi. On se souvient que la dernière tentative avait échoué à 2 signatures près. Les résultats sont tombés aujourd'hui. Ils sont cette année 79,6% à être reçus du premier coup au baccalauréat. Pas de 8 candidats sur 10, une augmentation de 0,8% par rapport à l'an passé. Le Tour de France avec la 4e étape remportée par l'Allemand Marcel Kittel cet après-midi à Limoges, quelques millimètres devant le Français Brian Cocard. La photo finish a d'ailleurs été nécessaire. Le Slovaque Peter Sagan conserve son maillot jaune de leader. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernaut. Les informés de France Info avec ce soir Cécile Domas de Libération, Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris et conseiller régional Les Républicains, Yann Linding de Flux Glacial, Vincent Trémollet du Figaro et également le président des jeunes socialistes Benjamin Lucas. On parle de cette mobilisation contre la loi travail et ce passage au 49.3 donc aujourd'hui effectué par Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Benjamin Lucas, on a vu aujourd'hui des mobilisations, selon la CGT, c'est 45 000 personnes à Paris, donc c'est assez faible pour des mobilisations sociales. C'est quoi? C'est finalement, comme le dit aujourd'hui les Républicains, il y a un ras-le-bol, vous pensez? Bon, d'abord, peut-être qu'il était difficile de se rendre à cette manifestation pour bien des raisons. Puis il y a un mouvement qui dure depuis longtemps, donc 4 mois, ouais, c'est jamais évident, surtout en journée de semaine pour tout le monde de se mobiliser, ce qu'on constate quand même, et globalement. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de parlementaires, 123 d'ailleurs, avaient déposé un amendement qui permettait d'essayer de trouver un compromis. C'est qu'au-delà des manifestations, dans le pays, les parlementaires qui voient dans leur circonscription les électeurs les interpeller, dans le pays, il y a une forte hostilité à cette loi qui, en plus, on parlait tout à l'heure de la question de l'emploi et du travail, ne réglera pas le problème du chômage. Et c'est dit de l'aveu même de l'exécutif, parce qu'on a confondu deux choses, le code du travail qui est fait pour protéger les salariés et des politiques qui sont faites pour créer de l'emploi. Et qu'on a mélangé tout ça avec des recettes qui datent d'une autre époque. Donc, en l'occurrence, moi, je crois qu'il y a une mobilisation forte et que, malheureusement, nos électeurs ont envie de nous le faire payer. Vincent Trémollet. Il y a un élément électoral qui est incompréhensible, vous allez peut-être nous expliquer, c'est que les syndicats, même s'ils n'ont pas la représentativité qu'ils avaient autrefois, électoralement, c'est pas rien. Et c'est pas rien, notamment pour un deuxième tour d'élection présidentielle. Et François Hollande veut être candidat en 2017 et veut accéder à ce deuxième tour. Et là, il est en train de céder à la volonté de son Premier ministre, qui lui pense que ces deux gauches sont irréconciliables. Mais Hollande s'est construit en disant on peut faire la synthèse de ces deux gauches. Et là, il se tait, il laisse faire Manuel Valls, et on ne comprend pas pourquoi il creuse ainsi lui-même sa tombe. Oui, Cécile Domas, justement, quand vous voyez ça aujourd'hui, vous pensez que, finalement, vous en parliez tout à l'heure, d'échéance de nationalité d'abord depuis le 13 novembre, ça a duré 3 mois de débat. Ensuite, celle-ci, ça dure 4 mois. Donc finalement, ça va laisser des traces.
aujourd'hui finalement. Oui, ce sont surtout des débats qui, notamment la déchéance de nationalité, a abouti à rien. C'est-à-dire que ça divise le pays grandement et à l'arrivée, on n'arrive pas à... En plus, ça a tenu en haleine énormément de gens, ça a attisé les extrêmes et on arrive à rien du tout à l'arrivée. Et là, pour cette loi travail, il y avait un vrai sujet majeur à discuter. Les gens étaient prêts à discuter. On dit quand même très souvent que les Français ne sont pas intéressés par la politique, mais si, grandement. Mais il faut leur donner les moyens de s'en intéresser. Ouais. Et là, on est passé encore à côté. Oui, Pierre-Yves Bournazel. Et je crois qu'il ne faut pas louper 2017, parce qu'on ne peut pas recommencer les mêmes erreurs dans le passé, gauche-droite confondues. 2017, ça doit être l'élection de la vérité. Et donc je crois qu'il est très important qu'on ait des candidats qui nous disent ce qu'ils veulent faire vraiment pour le pays, quel est leur projet concret, comment ils le financent et comment ils le mettront en œuvre, quelle est la méthode de travail. On a vu à droite suppression de 300 000 postes de fonctionnaires, je vous ai pas interrompu, mais ça c'est la vieille politique, la gauche, la droite. Je crois qu'il y en a ras-le-bol de se rejeter les responsabilités. Vous faites le jeu du Front National. Être de la nouvelle génération politique, ça veut dire être capable de tirer les leçons de nos propres échecs de gauche et de droite dont nous n'avons pas fait partie ni l'autre. Et c'est simplement essayer de reconstruire une politique qui soit d'abord au service du pays et pas de savoir si la gauche ou la droite. Quand M. Macron dit il faut favoriser des zones pour travailler le dimanche, je suis pour, et c'est pas parce qu'il est dans un gouvernement de gauche que je ne soutiens pas. Si Macron veut réduire les droits des salariés, vous êtes d'accord, c'est normal. Madame Hidalgo souhaite la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques, je soutiens, je m'en fiche si elle est de gauche. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de mon pays. Et je crois qu'il faut sortir un peu des discours. Accueille des réfugiés, il faut sortir des discours partisans. Il faut sortir de ces discours-là qui affaiblissent la France. Les Français attendent des résultats. Et la présidentielle doit être un moment de vérité. Et je souhaite que les 100 jours avant l'élection présidentielle permettent à chaque candidat de faire œuvre de pédagogie, d'expliquer le programme et qu'on ait un président élu dans la clarté de ce qu'il fera avec une majorité solide derrière pour enfin sortir le pays des difficultés dans lesquelles il est enlisé depuis de trop nombreuses années. Pourtant, Pierre-Yves Bournazel, on a vu quand même des gens, des parlementaires de droite être pour la loi Macron ou d'autres pour la loi El Khomri et au final, aujourd'hui, ne pas la voter. Alors finalement, pourquoi? Parce que vous avez bien vu que malheureusement, la première mouture présentée par Madame El Khomri, aujourd'hui, elle n'existe plus. J'étais le premier à dire d'ailleurs, je ne sais plus si c'était ici ou sur une autre chaîne, à dire la première mouture est une bonne mouture et il faudrait la voter au Parlement. Malheureusement, le gouvernement, comme trop souvent avec M. Hollande, a négocié, renégocié, retiré et puis on a reculé. Et au fond, il n'y a plus grand-chose dans cette loi. Et on le voit bien, les entrepreneurs, les gens qui travaillent au quotidien, qui créent de l'emploi, disent aujourd'hui cette loi n'apporte rien. Elle va amener quelques rigidités supplémentaires malheureusement. Alors, Yann Lindberg, justement sur ces traces que ça peut laisser aujourd'hui. Moi, j'appelle ça la politique de l'hydre. On parle avec plusieurs têtes, mais la droite le pratiquait avant. Vous avez à l'extrême droite une Morano ou un Ciotti, puis à l'autre bout un Martin Hirsch ou une Fadela Amara. Et le PS fait exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on montre les muscles, et puis après, on va aller rechercher Hamon, on va aller rechercher pourquoi pas Filoche, et puis finalement, on parle avec 9 ou 10 têtes comme ça, et puis c'est le meilleur moyen d'aller se présenter au présidentiel. Je trouve ça tout à fait logique dans une démarche complètement politicienne. Ouais. Allez, 20h22 sur France Info. Les titres, François Lepage. Nicolas Hulot ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Dans un communiqué, l'ancien envoyé spécial de François Hollande pour la protection de la planète dit ce soir ne pas se sentir ni suffisamment armé, ni suffisamment aguerri pour cela. Manuel Valls déclenche une deuxième fois l'arme constitutionnelle du 49.3 pour forcer l'adoption du projet de loi travail. À droite, les groupes Les Républicains et UDI ne déposeront pas de motion de censure. Reste à savoir si les socialistes frondeurs et la gauche de la gauche réussiront à le faire. Ils ont jusqu'à demain après-midi. Les opposants à la loi travail étaient moins nombreux que la semaine dernière, aujourd'hui dans les rues, pour la 12e et dernière journée de mobilisation avant les vacances d'été, mais les syndicats opposés à la réforme comptent bien relancer cette mobilisation en septembre. Presque 8 candidats sur 10 ont eu leur bac du premier coup, 79,6% précisément. Les résultats sont tombés aujourd'hui, augmentation de 0,8% par rapport à l'an passé. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, encore une question à propos de ce 49.3. Vincent Trémollet, vous en parlez tout à l'heure, très bien d'ailleurs, en disant les armes constitutionnelles du 49.3, mais pourquoi, on parlait tout à l'heure de Michel Rocard, etc. Pourquoi aujourd'hui ce genre de passage en force nous semble moins acceptable finalement? On a l'impression qu'on ne supporte plus. Parce que je pense qu'il y a un ressenti, on va dire ça comme ça, dans le pays, comme quoi ceux qui passent en force ne sont pas au niveau et le font pour des motifs politiciens. Ce que disait tout à l'heure Laurent Baumel, je ne savais pas que je serais d'accord un jour avec Laurent Baumel, mais il est évident qu'aujourd'hui Manuel Valls essaye de faire passer cette loi non pas dans l'intérêt de ce qu'il y a dans la loi, non pas pour la question du travail qui est au cœur, mais pour construire
une statue de réformiste sans savoir s'il a vraiment réformé ou non. Et donc, il me semble que nous sommes face à un personnel politique, en tout cas entre François Hollande et Manuel Valls, qui n'est pas au niveau des outils qu'il utilise. Et donc, la légitimité n'est pas là. Tout à l'heure, Benjamin Lucas disait François Hollande fait l'inverse de ce pourquoi il a été élu. Ça existe. On a vu des mandats comme ça. Mais Schröder, par exemple, a expliqué. A dit maintenant l'état du pays nécessite que l'on réforme et que l'on change complètement de direction. François Hollande, il a rien expliqué. Il a fait ça de façon honteuse, un peu en loose-dé. Et donc, l'opinion publique ne s'y retrouve pas. Et à mon avis, je ne sais pas si elle est contre cette loi, je pense qu'elle est surtout contre ce gouvernement aujourd'hui. C'est dommage, vous pensez que c'est ça aussi? C'est un défaut d'explication? On a souvent dit ça à propos de ce gouvernement, selon les lois. Mais le 49.3 a été utilisé par tout le monde, aussi bien la droite que la gauche. On n'aime pas, en fait, que le camp adverse utilise le 49.3. Pas par Lionel Jospin pendant 5 ans de gauche plurielle et de rassemblement de la gauche. Oui, mais je veux dire, Rocard l'a utilisé et c'était très bien qu'il l'utilise à un moment donné. Je veux dire, c'est un outil institutionnel qui a aussi son utilité. Donc là, c'est juste que Valls, alors on réduit ça à une histoire de stature politique. Malheureusement, je pense que ce n'est pas que ça. Mais par exemple, Valls en février dit, au moment où le projet de loi sort dans le Parisien, dit de toute façon il passera et j'utiliserai le 49.3 et il passera en l'état. Alors c'est un positionnement idéologique. Oui, mais alors on peut être d'accord ou pas, mais là on se dit là on est face à un réformiste et puis il va faire passer sa réforme puisqu'il a les outils pour le faire. Mais là il utilise cette arme à la fin d'un processus où la loi est vidée de quasiment tout son contenu, il en reste encore mais plus grand chose et donc il est évident que ça apparaît beaucoup moins impressionnant dans l'autorité que s'il avait fait en février. Benjamin Lucas. C'est quand même curieux, on nous explique à longueur de journée, le numérique révolutionne la démocratie, on se réjouit de ce qui se passe sur des places avec Nuit debout ou autre, on regarde ce qui se passe en Europe avec un certain nombre de mouvements politiques qui émergent, qui reposent la question démocratique, et dans le même temps la gauche qui a toujours porté cette aspiration à plus de démocratie, dans le même temps elle prend une arme qui certes est une arme institutionnelle mais que nous avons combattue, on peut combattre des armes institutionnelles, qui est l'antidémocratie par excellence, parce que on explique que le Parlement qui est la source de légitimité pour faire une loi, eh bien finalement n'est plus légitime à la faire parce que celui-ci n'est pas majoritairement pour cette loi. C'est quand même un contresens historique profond et dont à mon avis on portera les conséquences pendant longtemps ce qui est unique dans l'histoire de la Ve République, c'est une motion de censure faite par le groupe de la majorité. Ça, on l'a jamais vu, ça c'est vrai. Pierre-Yves Bournazel. Oui, avec Manuel Valls, j'ai l'impression que c'est quand même grandiseux, petit faiseux à chaque fois. C'est-à-dire que on utilise des méthodes comme le 49.3, mais pour pas grand-chose. Il réformerait vraiment le pays dans l'intérêt des salariés. Non, mais je vous ai pas interrompu. Pas grand-chose. Non, mais attendez. Juste une règle. Renouveler les pratiques politiques. Écoutez ceux qui ne pensent pas comme vous, ça sera une base démocratique assez importante. Oui, mais on peut pas couper de manière intempestive. Vous allez voir, c'est pas rigolo si je le fais dans l'autre sens. Allez-y. Donc, je veux dire, c'est grandiseux, petit faiseux avec Monsieur Valls, parce que malheureusement, il utilise le 49.3, il force sa majorité pour rien. Il y aurait des réformes derrière d'ampleur qui permettraient de retrouver le chemin de l'emploi. On aurait vraiment réformé le code du travail. Alors oui, chiche, et je pense que l'opposition, en tout cas constructive, que moi j'appelle de mes voeux, aurait pu suivre. Mais là, voilà, il n'y a rien derrière. Et finalement, que va-t-il rester de Manuel Valls? Quelqu'un qui a forcé sa majorité, mais qui n'a pas réformé le pays. Benjamin Lucas, vous vous rendez compte, il y a des millions de personnes qui protestent contre cette loi de travail et représentant la droite. Je ne crois pas qu'il y ait des millions de personnes total, dans la rue. Depuis le 9 mars, croyez-moi, il y a des millions de personnes qui ont manifesté d'une certaine façon leur hostilité à la loi ou en signant des pétitions. Il y a une majorité silencieuse aussi qui veut que ce pays soit réformé. Il y a beaucoup de majorités silencieuses. C'est normal. C'est bien, moi je m'en réjouis, je suis pour l'interactivité. Mais écoutez, eux ils disent il faut aller encore plus loin, il faut encore plus casser les droits des salariés. C'est hallucinant ce débat quand même. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'à un moment donné, quand on a un pays qui est riche comme il l'est, quand on a le progrès, quand on a à cœur l'égalité, ce que je crois à notre cœur, on va essayer de protéger les salariés de nouvelles souffrances et on va essayer d'arrêter. Vous croyez qu'il y a de l'égalité quand il y a des millions de chômeurs? Eh bien, qu'est-ce que vous dites les petits chefs d'entreprise? Ils vous disent que s'ils peuvent pas embaucher, c'est pas parce que le code du travail est trop rigide, c'est parce que les carnets de commandes sont vides. C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a un problème de compétitivité, un problème de carence administrative, de difficulté à créer, il y a un manque de confiance. S'il vous plaît, c'est dommage. Oui, je voudrais juste dire que ce discours sur la réforme nécessaire, absolument obligatoire, et sinon le pays va s'écrouler, on l'entend depuis des années, mais les réformes, elles se font. Regardez le milieu du travail, combien il a changé depuis 15 ans. Mais il y a une flexibilité comme il n'y avait pas il y a 15 ans. Donc il faut arrêter. Et les salariés se sont adaptés. Ils travaillent beaucoup plus vite, ils ont une productivité beaucoup plus grande. Là, toutes les embauches qui se font aujourd'hui se font principalement par CDD. Donc, il faut arrêter avec ce discours de l'adaptabilité du pays. Il s'adapte, il n'arrête pas de s'adapter. Il n'arrête pas de s'adapter. Yann Nadal, c'est possible, juste une chose, j'ai lu aujourd'hui, je ne sais plus, peut-être bien dans l'IB, que finalement le coût d'un travailleur au SMIC en France revient moins cher qu'un travailleur polonais. Alors, c'est dire sur le coût du travail. Après, sur le 49.3,
49.3. Moi, en tant qu'électeur qui a voté pour Hollande, j'aurais pas été fâché de voir utiliser le 49.3 pour une loi violente contre la fraude fiscale, qui n'aurait pas été votée par l'Assemblée. Mais là, j'aurais dit OK au 49.3. Simplement, c'est une question de priorité. Pourquoi cette priorité-là de casser encore le droit du travail et de rendre plus flexible des choses qui sont déjà? Allez, juste une dernière question, Benjamin Lucas, pour vous, parce que vous n'avez pas entendu là-dessus, sur l'université d'été du PS national qui va se régionaliser. Qu'est-ce que vous en pensez justement, à cause justement Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, qui a dit à cause de la violence? Bon, il a pris la bonne décision pour nous protéger, nous militants socialistes, mais ça témoigne quand même de l'état de tension dans lequel le gouvernement a mis la famille socialiste et a mis le pays. Enfin, même le Front National arrive à organiser des journées d'été, et nous on n'arriverait pas à le faire parce que il y a des gens dans ce pays qui nous détestent. Alors oui, il y a des ultra-violents qu'il faut condamner, qui sont des extrémistes, mais il y a aussi une part de gens qui n'ont pas envie de voir les socialistes chez eux parce qu'ils nous en veulent. Et si ça ne doit pas nous interpeller sur le fait que la politique qu'on mène sur un certain nombre de sujets, pas sur tous, en matière de santé, de solidarité, on a fait des choses formidables. Sur la jeunesse, l'école, on a fait des choses formidables. Mais sur la loi travail, la déchéance, sur ces deux exemples-là, ou le travail du dimanche qui vous est cher, monsieur Bournazel, là, on a quand même complètement contredit nos engagements et c'est plus que de la colère chez nos électeurs. C'est parfois de la haine qui s'exprime. On a des permanences qui sont attaquées. Alors oui, il y a des violents, mais il y a aussi des gens qui, sincèrement de bonne foi, ont plus envie de nous adresser la parole. Voilà, en tout cas, parole de Benjamin Lucas, donc président des Jeunes Socialistes. Merci d'être passé ce soir aux informés de France Info. Faites attention en sortant, même si c'est le 16e arrondissement. On ne sait jamais. Allez, il est 20h30 sur France Info. France Info, le réflexe info. Et à 20h30, c'est l'heure de retrouver le journal de Noémie Bonin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nicolas Hulot ne sera donc pas candidat à l'élection présidentielle de l'an prochain. L'écologiste explique dans un communiqué qu'il ne se sent pas assez aguerri ni armé. Je ne peux pas endosser l'habit de l'homme providentiel et présidentiel, précise Nicolas Hulot. Un deuxième passage en force pour Manuel Valls. Le Premier ministre a déclenché le 49.3 pour la loi travail cet après-midi. Le texte était en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. La droite ne souhaite pas rédiger de motion de censure cette fois, mais le Front de gauche y pense, tout comme Europe Écologie Les Verts. Un 49.3 contesté sur les bancs de l'Assemblée donc, mais aussi dans la rue, au milieu des manifestations comme à Paris, Sandrine Etoindeg. Ça sent déjà les vacances dans le cortège parisien, plus clairsemé que d'habitude. Des manifestants choqués, indignés du recours au 49.3 pour faire passer cette loi travail, texte contre lequel ils défilent depuis le mois de mars, comme ce couple de Parisiens et cette intermittente du spectacle. Ils étaient de tous les rassemblements. C'est insensé, c'est comme d'habitude. C'est plus un gouvernement de gauche, donc faut qu'il s'en aille. C'est vraiment triste. C'est hallucinant. Moi, j'ai l'impression de vivre en dictature parce que le 49.3, 2 fois, c'est pas la démocratie. Moi, ça me donne envie de pleurer, juste. Ce n'est pas le temps des larmes pour Sylvie. Cet écrivain public, membre de la CGT, est venu de Grenoble. Pour elle, il n'est pas question de lâcher. Je pense qu'on va aller de plus en plus dans la force, et y compris dans le blocage de l'économie. C'est un mouvement qui va s'intensifier tout au long de l'été, avec une bataille d'idées, avec des passages sur le Tour de France pour discuter avec la population. On a réussi pour le CPE, on a réussi pour un certain nombre de réformes rétrogrades. C'est pas un mouvement qui se finit, au contraire. Et comme d'autres, après la place de la Bastille, elle est allée manifester sous les fenêtres de l'Assemblée. Place de la Bastille, Patrice Klein, Sandrine Etoindeg, France Info. Et la mobilisation pour cette 12e journée d'action était un peu moins forte aujourd'hui que mardi dernier. Environ 30 000 personnes à travers la France selon les autorités. De nombreux jeunes vont faire la fête ce soir pour célébrer leur bac. Les résultats ont été dévoilés aujourd'hui. 79,6% des candidats ont été reçus du premier coup. C'est en légère hausse par rapport à l'an dernier selon le ministère de l'Éducation. De la prison ferme pour l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise. Michel Néra a été condamné cet après-midi à 2 ans et demi de prison pour trafic d'influence et corruption, décision du tribunal correctionnel de Paris. Aux États-Unis, l'équipe de campagne d'Hillary Clinton se dit satisfaite de la recommandation du FBI. La police fédérale américaine boucle une enquête sur la candidate. Hillary Clinton a utilisé sa boîte mail personnelle à des fins professionnelles quand elle était secrétaire d'État. Le FBI parle d'une négligence extrême de la part de la candidate, mais estime qu'elle n'a pas eu l'intention de violer la loi. Et puis une fin de course dans un mouchoir de poche pour la 4e étape du Tour de France. À Limoges, l'Allemand Marcel Kittel a terminé devant, mais à quelques millimètres seulement du Français Brian Cocard. Peter Sagan conserve le maillot jaune. Merci Noémie Baudin. On va faire un tour à Météo France. France Info Météo,
Avec CIC Auto, financement, assurance, mais aussi achat de votre voiture. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Élodie Calac. Une belle journée demain entre le nord, l'Île-de-France, le centre, le nord-est et l'Auvergne. Il faudra encore composer avec des nuages le matin, un peu de grisaille. L'après-midi, ce sera mieux. Retour de belles éclaircies. Entre le nord-ouest et les Pyrénées, du beau temps. Un début de journée plus mitigé au sud de la Garonne avec un peu de grisaille, vite oublié. Et puis sur les Pyrénées, on aura un risque d'orage l'après-midi. Entre la Méditerranée, les Alpes, la Corse, là, ça sera du soleil. À peine un petit coup de tonnerre vers le sud des Alpes. Un Mistral sensible pour la vallée du Rhône. Les températures commenceront à monter par l'ouest. On n'aura pas moins de 20 à 26 degrés au nord, 26 à 31 au sud, jusqu'à 28 à 34 autour de la Méditerranée. Et cette hausse se poursuivra les prochains jours. Non mais imagine, DJ Crush en concert à la laiterie, la Traviata à 2 pas et un prix Nobel comme voisin de palier. Strasbourg, t'imagines même pas. Le 3 juillet, l'Eurométropole est à 1h46 de Paris. 20h-21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag des informés avec ce soir Cécile Domas de Libération, Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris et conseiller régional des Républicains, Yann Lindingre de Flux Glacial et Vincent Trémollet du Figaro. Il nage dans une mare avec beaucoup de requins mais nul n'arrive jamais à l'attraper. Quand il fait coin-coin, la classe politique tremble. Non, il ne s'agit pas d'un canard-garou mais bien du canard enchaîné. L'hebdomadaire fête aujourd'hui ses 100 ans et s'amuse toujours à jouer à chat perché avec les canons. On voit ça à 20h45 car avant on parle de la... non, on va pas parler du tout encore de ça. Non, oui, on va parler surtout que c'est bientôt les vacances. Et oui, puisqu'en ce moment, on a plus la tête à la plage, au party endiablé de Jokari, à la sieste de 16h, qui nous fait ouvrir l'œil à 19h, avant l'heure du spritz. Hein. Autant le dire, dans ce moment-là, on n'a pas trop la tête à la rentrée. Et pourtant, des signes nous annoncent déjà, on l'a entendu, qu'elle sera tendue sur certains sujets, voire carrément anxiogène vers le mois d'octobre. En effet, le 2e jour du 10e mois de l'année, le gouvernement hongrois va organiser un référendum, et oui, un autre, pour ou contre l'accueil de migrants sur son territoire. La question sera la suivante. Voulez-vous que l'Union européenne décrète une relocalisation obligatoire de citoyens non hongrois en Hongrie sans l'approbation du Parlement hongrois? Alors, initié par le gouvernement de Viktor Orban, le but est de montrer que les Hongrois sont contre les quotas de réfugiés réfléchis par Bruxelles. Opposés depuis longtemps à cette option, pourtant décidée par l'Europe, cette consultation prend d'un coup un autre tournant après le Brexit et cette Union européenne qui a du mal à contenir ses membres. Même obligatoire, comment demander à la Hongrie d'accueillir des migrants s'ils votent majoritairement non? Alors, comment voit-on les migrants dans la campagne hongroise instantanée à la frontière avec la Serbie? La mairie nous a distribué des tracts dans nos boîtes aux lettres pour dire qu'ils avaient des maladies et comment on pouvait les attraper. La Hongrie, c'est pour les Hongrois. On a déjà assez d'étrangers ici. Voilà, donc parole d'Hongrois, donc à la frontière avec la Serbie. Quand on imagine ce référendum, c'est un nouveau coup dur pour Bruxelles, Vincent Trémollet? Je pense que c'est un concentré presque chimiquement pur des problèmes de l'Europe. C'est-à-dire que la crise des migrants a joué dans le vote du Brexit. On peut pas mesurer comment, mais ça a joué. Et en Autriche aussi. Et je pense que la crise grecque avait déjà montré une Angela Merkel un peu autoritaire. Et l'Angela Merkel qui a voulu se rattraper sur les réfugiés a au fait créé une inquiétude dans les populations européennes qui se sont dit l'Europe ne sait pas gérer cette crise-là, qui est une crise extraordinairement difficile à gérer. Les outils européens n'étaient pas faits pour ça. Personne ne prévoyait une crise démographique de cette ampleur. Et donc, les peuples se disent l'État-nation est peut-être la forme la plus adaptée pour nous protéger de ça. Et je pense que ce phénomène qu'on a vu en Angleterre, qu'on a vu en Autriche, va se développer partout, avec peut-être des démagogues qui vont apparaître de plus en plus, parce que l'Union européenne a montré son impuissance dans ce domaine. Alors Cécile Domas, on l'a vu justement en Grande-Bretagne, le UKIP a beaucoup parlé des réfugiés. En Autriche, donc l'extrême droite est arrivé au second tour. Peut-être, on ne sait pas, puisque l'élection a été annulée peut-être une deuxième fois. On voit bien l'exploitation politique et démagogique d'un problème crucial et qui inquiète tout le monde. Le paradoxe de cette histoire en Hongrie, c'est que Orban fait voter sur une politique européenne qui était d'essayer de contenir et de trouver une solution et de répartir sur les différents pays les migrants. Donc on est là dans une sorte de cynisme politique absolu qui joue sur les peurs, on le voit bien avec le sonore que vous avez donné, de dire aux gens vous allez attraper des maladies, c'est épouvantable de faire ça, puisqu'il y a déjà une peur et donc la peur est accentuée.
On est encore dans une utilisation du référendum comme le Brexit en Angleterre, c'est-à-dire que ça ne peut amener qu'à une catastrophe. Et en plus, vous voyez bien l'intitulé de la question. Vous ne pouvez répondre que oui à cette question. Voulez-vous que l'Europe l'Union européenne vous impose des migrants sans le consentement du Parlement? Mais vous dites non, bien sûr. Bien sûr, vous dites non, je ne veux pas. Donc c'est typiquement une pratique non démocratique sur un sujet qui crée des peurs et qui va encore créer des fantasmes. Et donc, moi, je trouve que c'est criminel politiquement. Pierre-Yves Bournazel, ça arrive. Donc, c'est le 2 octobre. On voit bien, c'est donc nous, bien sûr, quand on prend le spectre français, ça arrive au moment des primaires, des Républicains, mais ça va arriver avant la présidentielle. Les réfugiés dont on parle moins aujourd'hui en France, vous pensez que de nouveau, ça va être un thème de la présidentielle? C'est un vrai sujet. En fait, l'histoire nous rattrape. Il y avait des théories qui disaient que c'était la fin de l'histoire il y a 15 ou 20 ans. L'histoire, elle est tragique et on assiste à cela. Et je crois qu'effectivement, l'Europe doit profondément se réformer. Elle doit se réformer d'abord sur l'harmonisation du droit d'asile. Elle doit se réformer en donnant les moyens à Frontex. Ça fait longtemps qu'on en parle, il faut agir. Mais moi, je n'aime pas le climat actuel. Je n'aime pas ce climat actuel en France et en Europe parce qu'on entend des mots d'un certain nombre de populistes et de démagogues qu'on n'aurait pas entendus il y a 15 ou 20 ans. Et je crois que ce climat nous rappelle des climats passés, des années 30, qui n'est vraiment pas agréable. Je voudrais dire à nos éditeurs que il ne faut pas confondre patriotisme et nationalisme. Le patriotisme, c'est la capacité à fédérer tous les citoyens français, ou si on voit à l'échelle européenne, tous les citoyens européens derrière un projet collectif, sans distinguer les origines, les conditions sociales, les quartiers, les générations. C'est possible aujourd'hui encore ? Oui, bien sûr, mais pour ça, il faut avoir un cap, il faut avoir une vision, il faut avoir des valeurs communes, et il faut donner envie de les partager. Et le nationalisme, c'est l'exclusion. Et M. Orban, c'est un nationaliste. Il exclut. On exclut parce que c'est la couleur de peau, on exclut parce que vous n'êtes pas né en Hongrie avant tant d'années, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le patriotisme, qu'il soit français sur le plan national ou patriotisme européen, c'est-à-dire les valeurs qu'on veut incarner, et qui sont de belles valeurs, qui nous permettront de rassembler les peuples derrière des projets. Une Europe moins normative, mais une Europe plus concrète et qu'il faut absolument assumer aujourd'hui. Et pour ça, il faut un cap et une vision et un vrai projet européen à redéfinir. Yann Lindagre, vous pensez justement ce 2 octobre, ça n'a aucune valeur légale, ce référendum, mais ça peut influencer ensuite dans le reste de l'Europe. On l'a vu avec le Brexit, certains s'en sont réjouis en France. Alors, la différence entre la Hongrie et l'Angleterre, enfin, on va dire l'Angleterre, c'est que la Hongrie, de toute façon, c'est un pays, si je puis dire, très antisémite, très anti-tzigane, etc. Enfin, qui cultive ça politiquement. Certains, mais enfin bon, Orban en premier lieu. Et donc, les immigrés, ça vient en plus. Mais les Anglais, on se rend compte que le lendemain du Brexit, ils commencent à faire la chasse aux Polonais, enfin la chasse aux immigrés. Chez eux, c'est nouveau quelque part, parce que c'était un pays assez accueillant. Donc, la transformation des rancœurs vis-à-vis de l'Europe en racisme, etc., c'est très inquiétant. Et quand je vois que chez les Républicains, on commence à ressortir les discours sur une identité nationale, que Sarkozy commence à nous dire que l'Europe, c'est juste la taille des concombres, je ne sais pas ce qu'il entend par là, et que on revient avec des discours sur l'identité nationale. Ciotti veut les enfants qui défilent en uniforme et qui chantent la Marseillaise. Je me dis qu'on devient complètement givré. On commence à suivre cette voie-là. Oui, Vincent Trémollet. Mais on récolte aussi le fait d'avoir nié ces identités. C'est-à-dire que on a cru que l'Union européenne a cru que l'homme était un voyageur sans bagages et qui pouvait aller d'un pays à l'autre pour le travailler. C'est le problème des travailleurs détachés. On a cru que les cultures ne comptaient pas. On a cru que l'Europe était une zone commerciale dégagée de l'histoire et de son aspect tragique. Et nous nous sommes aperçus que c'était pas le cas. Oui, mais alors ça c'était une vision très, finalement, britannique, très libérale aussi sur ouvrir. Alors est-ce que finalement ça peut changer aujourd'hui ? On se retrouve devant des gens, vous disiez, c'est pas démocratique, le référendum, c'est un outil démocratique, et donc Orban... Pas organisé comme ça. Oui, mais Orban a beau jeu, de dire à ses... Ça ne marche pas. Oui, mais Orban a beau jeu... Et en plus, il n'y aura pas de débat, parce que vous voyez qu'on est plus dans la propagande pure. C'est la propagande pure, donc il n'y a absolument pas de débat démocratique. Ce que je vous expliquais, c'est que Orban a beau jeu de dire à sa population... on ne vous soumet pas au vote, moi je vais vous proposer, puisque l'Union européenne ne vous demande jamais votre avis, elle vous impose des choses que vous n'avez pas choisies. Et donc il profite
des défaillances démocratiques de l'Union européenne pour jouer une surdémocratie. Et il va pas être le seul, parce que l'Union européenne est fautive. Elle n'a pas été capable de faire comprendre au peuple dont elle a la charge ce qu'elle faisait pour eux. Et c'est pour ça que dans tous les pays, et ça va continuer, les gens votent contre elle. Pierre-Yves Bournazel, est-ce que aussi vous avez pas l'impression que certains politiques, que ce soit de droite comme de gauche, mais aujourd'hui, faire aimer l'Europe, ça semble compliqué. Même on n'a jamais vraiment fait beaucoup de choses pour faire aimer l'Europe. On nous dit toujours il faut tout refaire en permanence. Donc on peut pas aimer une maison si on doit la refaire en permanence. Je disais tout à l'heure, l'Europe a été un peu trop normative, c'est évident. On le voit tous les jours sur plein de sujets. On parlait des entrepreneurs et des agriculteurs. Donc, il faut que l'Europe s'occupe de moins de ces sujets. Il faut moins normer. Et puis, il faut avoir un vrai projet européen. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en matière de recherche? Qu'est-ce qu'on fait en matière d'innovation? Quelles sont nos valeurs communes? Et puis, sur la question dont on parle là, des migrations, il faut aussi avoir une politique européenne cohérente qui allie humanité et fermeté. L'humanité vis-à-vis des réfugiés, notamment, qui fuient la guerre. On a connu sur notre continent la guerre il y a quelques décennies. On sait ce que c'est. Donc, je pense qu'on doit pouvoir prendre notre part. Mais en revanche, on doit assumer aussi une politique de fermeté, renforcer Frontex contre l'immigration, notamment économique, et développer une stratégie de coopération, notamment dans ces pays, pour permettre à un certain nombre de populations de pouvoir construire leur destin dans leur pays, dans leur nation. Aujourd'hui, l'Europe, et encore moins la France, malheureusement, a une stratégie en matière de coopération pour développer l'accès à l'eau, l'accès à la formation, à l'école, etc., qui est essentiel si on veut éviter que les migrations qu'on connaît aujourd'hui ne soient qu'une petite goutte d'eau par rapport à ce qu'on va vivre dans les années qui viennent. Allez, 20h45 sur France Info. Les titres de Noémie Baudin. Il n'y aura pas de bulletin Nicolas Hulot à l'élection présidentielle de l'an prochain. L'écologiste explique dans un communiqué qu'il ne se sent ni suffisamment armé, ni suffisamment aguerri. Le 49.3, une nouvelle fois déclenché par Manuel Valls cet après-midi pour faire adopter la loi travail en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Un passage en force dénoncé par le Front de gauche et par Europe Écologie Les Verts qui souhaitent rédiger une motion de censure contre le gouvernement et par les manifestants également. 12e journée d'action un peu partout en France aujourd'hui. Les autorités parlent de 30 000 participants. C'est en légère baisse par rapport à mardi dernier. C'est champagne ce soir pour de nombreux jeunes bacheliers. Les résultats du bac sont tombés aujourd'hui. Le taux de réussite du premier coup avant les euros de rattrapage donc est en légère hausse par rapport à l'an dernier. Quasiment 8 candidats sur 10 ont décroché leur examen. Et puis une fin d'étape à la photo finish au Tour de France cet après-midi. L'Allemand Marcel Kittel termine tout juste devant le Français Brian Cocard. Peter Sagan conserve le maillot jaune. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernet. Les informés de France Info avec ce soir Cécile Domas de Libération, Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris et conseiller régional Les Républicains, Yann Linding de Flux Glacial et Vincent Trémollet du Figaro. C'est un anniversaire qui ne figure pas dans la liste des commémorations de la Première Guerre mondiale et pourtant il est toujours en vie et a souvent fait demander grâce aux chasseurs qui ont essayé de l'abattre. Aujourd'hui 5 juillet, le Canard enchaîné a 100 ans. Et oui, 5 juillet 1916, 100 ans et pas une pub, 100 ans et autant d'affaires révélées, 100 ans et toutes les rédactions de France qui attendent la une le mercredi pour avoir des nouvelles des coulisses de notre République. 100 ans et encore plus de jeux de mots à faire pâlir de jalousie le tonton blagueur des déjeuners du dimanche. Petit exemple, l'année dernière sur la débâcle économique de la Grèce, la crise grecque, pas de quoi en faire un drachme. Ou dans les années 90, l'inflexibilité de la première ministre Édith Cresson face aux fonctionnaires, Cresson pas un radis, mais également l'un des plus beaux titres après l'attentat contre Charlie Hebdo, le message de Cabu, allez les gars, ne vous laissez pas abattre. Jeux de mots, caricatures et révélations de scandales, le Canard enchaîné joue-t-il un rôle important dans notre démocratie avec ces hommes et femmes de plus masqués? Tiens, d'ailleurs, qui sont-ils ces gens? Tentative de réponse par le directeur du Canard enchaîné. Entre 1970 et 1992, Roger Fressoz. Nous ne sommes pas des justiciers, nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des moralisateurs, nous sommes tout simplement des journalistes, c'est-à-dire des témoins. Alors des témoins toujours amusés, parfois indignés et quelquefois un peu vengeurs. Voilà, rédacteur en chef de Canard enchaîné, Roger Fressoz, entre 1970 et 1992. Yann Lindingre, forcément, je me tourne vers vous. Canard enchaîné, c'est important, la presse française, 100 ans après quoi. C'est important et c'est unique. C'est un canard un journal qui tient très bien sur ses deux jambes, donc qui économiquement a l'assurance de pouvoir vivre encore longtemps. Pas de publicité, donc comme vous d'ailleurs à Flux Glacial. Comme nos Flux Glacial, sauf que nous on appartient à un grand groupe et là tous les auteurs sont sociétaires. En tout cas tous les réguliers. Donc ça c'est très important, cette indépendance totale et c'est
unique dans la presse française. Ça n'existe plus. Parce que la presse d'opinion, elle est, soit elle appartient à des marchands d'armes, soit maintenant à des providers de téléphonie ou je sais pas quoi. Et en tout cas, elle vit avec la pub. Et ça, on sait... si on veut bien l'avouer, que c'est dramatique. Ouais. Pierre-Yves Bournazel, quand on est un homme politique, comment on vit le Canard enchaîné ? Est-ce qu'on le regarde avec vraiment beaucoup d'intérêt, j'imagine, non ? Ça dépend des moments, parce que dans le Canard, parfois vous avez des informations et vous dites tiens, ça m'avait pas échappé, puisque vous trouvez des choses que vous avez déjà entendues ou vues, et puis parfois vous trouvez que c'est profondément injuste. Mais moi je suis très attaché à la liberté d'opinion, à la liberté de la presse, et donc on a besoin de ces journaux satiriques aussi. Et moi j'ai l'esprit très voltairien, c'est-à-dire que même si je ne suis pas d'accord avec vos idées, je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les défendre. Ça veut dire que vraiment vous-même, vous pouvez le dire aujourd'hui, vous avez entendu des choses qui vous pensiez confidentielles et qui se sont retrouvées dans le Canard. Oui, j'ai déjà vu assister à des réunions qui se sont retrouvées dans le Canard enchaîné. Oui, d'accord. C'est assez étonnant. Vincent Trémollet, c'est étonnant de voir un hebdomadaire à tel point d'avoir ses fans et aussi ses contradicteurs. On voit vraiment le Canard enchaîné. Il y a des gens qui disent mais leurs méthodes sont scandaleuses, et en fait on voit que ce sont les gens qui disent aussi ça, le Canard enchaîné. Il y a les deux. Parce que d'abord je voudrais dire qu'il y a une chose assez exceptionnelle en plus de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'y a pas de site internet. Ils ont un front de Twitter, voilà. Mais ils n'ont pas de site internet. Mais c'est comme un journal qui n'est pas basculé sur le numérique et qui est parvenu à survivre comme ça, c'est intéressant. Ensuite, moi, j'ai des sentiments partagés. Je le lis toutes les semaines. Il y a des choses très bonnes. Frédéric Pagès, c'est très bien. Les dessins, quand il y avait Cabu, c'était fabuleux. Pétillon, c'est très bien. Le portrait. Il y a toujours le Fred Touron, Pétillon. Anne-Sophie Mercier, son portrait est bien. Après, il y a parfois des trucs un tout petit peu crapoteux, un tout petit peu tiré par les cheveux. Moi, c'est pas tellement mon genre, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais bon, ça fait partie du lot. Si on doit dire ce qu'on n'aime pas non plus, il y a une espèce d'anticléricalisme un peu anachronique, un peu facile. Parce que sont construits là-dessus aussi. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, l'Église n'a pas la puissance qu'elle avait dans les années 1916 ou 1920. Voilà. Mais bon, Charles Péguy disait dans un journal, il faut qu'il y ait un article qui énerve, un article qui plaise. Là, il y a à peu près les deux. C'est à peu près le cas. Il y en a un que vous vouliez rajouter ? Non, je dis que je trouve, pour ma part, le Canard moins crapoteux que le Figaro. Ah, très bien, voilà. Voilà, vous m'expliquerez pourquoi. Cécile Demas, vous, c'est un journal que vous lisez, comme n'importe quel journaliste, est-ce que vous faites attention finalement à la une du Canard enchaîné ? Oui, bien sûr, tout le monde le regarde, la une du Canard. Ouais. En même temps, alors c'est vrai que c'est une exception aujourd'hui dans la presse écrite, cette indépendance, le fait qu'ils aient de l'argent, qu'ils continuent à vendre beaucoup d'exemplaires. Et donc ça en fait une sorte de petit bijou qu'on a envie de protéger, puisque c'est peut-être les derniers qui arrivent à être dans un paysage qui est très menacé. En même temps, on peut dire que Mediapart a quand même révélé les grandes affaires, que ce soit Cahuzac ou que ce soit Bettencourt. C'est vrai que c'est plutôt... Peut-être le Canard n'a pas, ces dernières années, à moins révélé d'affaires qu'il n'en a révélé auparavant. Alors Mediapart, on rigole pas. Hein. Ouais. Alors voilà, ça c'est sûr. C'est sûr que Mediapart, on rigole pas. Procureur. Oui. Mais bon, voilà, il y a aussi peut-être une bascule qui peut se faire, mais ce ne sont pas du tout les mêmes méthodes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On va y revenir parce que j'ai encore quelques questions dessus. Il est 20h51 sur France Info. Les titres, Noémie Bodin. Je ne me sens ni suffisamment armé, ni suffisamment aguerri pour l'élection présidentielle de l'an prochain. Les mots sont de Nicolas Hulot, qui explique ce soir dans un communiqué qu'il ne sera pas candidat en 2017. En 2011, il avait perdu dans un scrutin interne à Europe Écologie Les Verts face à Eva Joly. Une mobilisation en petite baisse par rapport à la semaine dernière contre la loi travail, des défilés un peu partout en France, alors que le texte passait en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Emmanuel Valls a déclenché l'article 49.3, comme en mai dernier. Le Premier ministre est largement décrié à droite et à la gauche de la gauche. Europe Écologie Les Verts et le Front de gauche veulent rédiger une motion de censure contre le gouvernement. Michel Néret a perdu tout sens de la limite légale. C'est ce que souligne le jugement rendu aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien super flic a donc été condamné à 2 ans et demi de prison ferme pour trafic d'influence et corruption. Quasiment 80% des candidats au bac reçus du premier coup. Les résultats ont été dévoilés aujourd'hui. C'est en légère hausse par rapport à l'an dernier, selon le ministère de l'Éducation. Un duel France-Allemagne, pas encore en foot, mais en cyclisme pour la 4e étape du Tour de France cet après-midi. Marcel Kittel la remporte au sprint, juste devant le Français Brian Cocard. Le maillot jaune reste sur les épaules de Peter Sagan. 20h, 21h,
France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernaut. Les informés de France Info, on parle juste encore une petite question à propos donc du centenaire du Canard enchaîné. Demain va sortir de cet hebdomadaire donc pour le numéro de centenaire du Canard enchaîné. Yann Lindingre, quand vous entendez justement ça, ces critiques de temps en temps, un peu de populisme de la part du Canard enchaîné, pour vous? Voilà, est-ce qu'on est dedans, dans ce populisme ou pas? Non, ce populisme, non, ça c'est un journal quand même intello, avec un langage très châtié. C'est pas les codes du populisme, et puis quand même des enquêtes approfondies. C'est tout le contraire, non? Ouais. Je pense que si tout le monde lisait le Canard attentivement, et même les lycéens là qui passent le bac, je pense qu'ils arriveraient à un niveau intellectuel qui les préserverait des sirènes populistes. Pierre-Yves Bournazel, vous-même quand on lit finalement le Canard enchaîné aujourd'hui, alors forcément peut-être pour vous c'est pour se renseigner de ce qui se passe aussi chez vos collègues de travail, mais est-ce que vous avez l'impression que le Canard enchaîné sort moins d'affaires, comme le disait Cécile Domas, que ça a pris le relais sur d'autres médias maintenant comme D'abord, Mediapart? Je suis un lecteur occasionnel, mais il m'arrive de le lire. Je le disais tout à l'heure, il m'arrive de retrouver des choses que j'ai déjà entendues, et puis il y a parfois des choses où je pense que c'est pas tout à fait exact. Faut faire attention à ces informateurs parfois, mais c'est pareil pour tout le monde. Mais il y a une tradition en France quand même républicaine, depuis la Troisième République, histoire d'un journalisme satirique, et je crois qu'on est moins féroce aujourd'hui qu'on ne l'a été d'ailleurs. Oui. C'est ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on accepte aujourd'hui un peu moins un certain nombre de critiques qui peuvent être féroces qu'il y a 100 ans. Parce que je peux vous dire que les débats, c'était d'une violence inouïe. Tout à fait, oui. Notamment quand on lit entre Clémenceau et Jaurès, c'était très tendu. Cécile Domas. On peut quand même se féliciter qu'ils aient 100 ans aujourd'hui, puisque quand on voit à la télévision, à Canal+, comment toute émission qui mêlait de la critique, de la satire et de la politique ont été purement et simplement supprimées cette dernière année. Que ce soit les Guignols, que ce soit le Petit Journal. Et c'est vrai que dans cette époque où on a une sorte de distance très critique par rapport aux hommes politiques et au système politique, ce type de journal et ce type de traitement via l'humour est une façon de continuer à faire de la politique et d'intéresser les citoyens. Vincent Trémollet. Moi, je trouve qu'il y a dans l'insolence quelque chose qui mériterait d'être... Alors ça arrive, mais à laquelle il pourrait donner plus d'importance. On parlait de cléricature tout à l'heure, et en fait, il y a des nouveaux clercs aujourd'hui. C'est-à-dire que les autorités d'avant 68, c'est-à-dire la police, l'armée, la justice, les curés, sont des trucs qui ont moins d'autorité que certaines personnalités de la télévision, que certains sportifs. Et ça, il arrive qu'ils soient égratignés, mais je pense que c'est un sujet d'inspiration pour la satire. Vous oubliez les fabricants d'armes. Qu'est-ce que vous en faites, vous, des fabricants d'armes qui sont épinglés mais vous êtes pour de la fraude fiscale? Qu'est-ce que vous en faites dans le Figaro? Comment vous traitez l'affaire Dassault là, qui est épinglée pour fraude fiscale? Comment vous en parlez dans votre journal? Vous lisez le journal de ce matin, et ce qui s'est passé hier, c'est indiqué dans le journal. Mais vous en prendre au Figaro, ça marche plus. C'est des trucs d'avant les années 68, ça. C'est facile. Non. Vous dites que c'est trop facile de critiquer, de s'en prendre aux uns, aux autres, de s'en prendre aux curés, etc. Je vous dis, vous oubliez les marchands d'armes. La liberté de Bamé, il n'y a point d'éloge flatteur. C'est le Figaro à Beaumarchais. Voilà, exactement. Oui, il y en a un, vous vouliez finir? Ah non, je voulais répéter ce que j'ai reposé mes questions parce que j'ai pas de réponse. Mais il n'empêche que l'indépendance des médias est un problème crucial aujourd'hui. Bien sûr, mais juste une dernière chose, pourquoi aujourd'hui finalement, alors qu'on a accès à un nombre de médias incroyable, on a cette impression, justement, vous le disiez, c'est dommage que finalement ça se réduit, finalement cet humour politique? Parce que les médias sont liés, non plus cette indépendance financière. Et c'est ça, c'est le nerf de la guerre. C'est si vous voulez garder votre indépendance de parole, il faut être indépendant financièrement. Et les médias ont depuis des années souffrent d'une sous-capitalisation, et aujourd'hui c'est vrai que l'argent vient de grands groupes, et donc il y a un risque. Sauf sur le service public, bien sûr, voilà. On peut dire beaucoup de choses. Juste une question pour vous d'ordre politique, parce qu'on n'a pas pu l'aborder, on n'a pas eu le temps, c'est tombé pendant l'émission, Pierre-Yves Bournazel. Le fait que Nicolas Hulot ne se présentera pas, pour vous aujourd'hui, est-ce que c'est une nouvelle intéressante, importante, ou ça veut dire que décidément un candidat de la société civile se présenter à une élection présidentielle, c'est impossible en France? Non, mais j'ai du respect pour Nicolas Hulot et son engagement, et que sur les questions d'écologie, il est absolument incontournable, et il a fait progresser la droite et la gauche sur ces sujets-là. Mais être candidat à la présidence de la République, c'est d'avoir une vision pour le pays dans un climat international extrêmement tendu, avec une situation européenne difficile. Il faut avoir un projet, il faut avoir des idées sur le plan économique et social, et je pense que c'est
c'est la 3e fois que Nicolas Hulot renonce parce qu'il a compris qu'effectivement, il fallait être aguerri. Alors, la 2e fois, c'était malgré lui, parce qu'il avait perdu aux primaires. Oui, mais je crois qu'il a compris qu'il pouvait apporter sa valeur ajoutée dans une équipe. Il l'a fait aujourd'hui avec François Hollande. Il l'avait fait hier d'ailleurs sur le Grenelle de l'environnement avec la majorité de droite de 2007. Et je crois qu'il aura toute sa place sur les idées écologiques, quelle que soit la majorité l'année prochaine. Mais on ne se décrète pas comme ça candidat à la présidence de la République. Et je crois qu'il a compris. Vincent Trémolov aussi, vous pensez que Nicolas Hulot a fait un peu écœuré aussi de la politique quelque part? Les vedettes américaines et que maintenant avec le système des doubles primaires, on va voir revenir les candidats qui étaient les candidats de 2012 et que malheureusement l'offre politique ne va peut-être pas très changer. Bon, en tout cas, on vient de savoir que Pierre-Yves Bournazel n'était pas forcément pour, en tout cas pour ça. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup à Pierre-Yves Bournazel d'être passé ce soir. Un petit coup d'œil à nos partenaires. Cécile Domas, la une de Libération demain. Demain, un sondage qui montre le désamour des Français pour l'Europe, malheureusement. Donc on en parlait justement à l'instant. Et bien sûr, Abbas Kiarostami. Bien sûr, le cinéaste iranien qui est décédé hier soir. Vincent Trémollet, la une Figaro demain. La crise politique dans la majorité autour de la loi El Khomri. Et Yann Landing qui a un flux glacial cet été. Qu'est-ce qu'on pourra aller? Les vacances. Ah bah voilà. Enfin les vacances. Exactement. Merci pour ce beau message, Yann Landing. Allez, la soirée continue sur France Info avec Julien Mock. Bonsoir. Bonsoir. Nous, c'est pas encore les vacances. Non, pas encore. On est encore avec vous. On a le temps. On a encore un peu de temps. Bonsoir, bienvenue à vous en tout cas si vous nous rejoignez. 49.3 bis repetita. Manuel Valls s'engage à nouveau la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter la loi travail sans débat à l'Assemblée. Le texte arrivé aujourd'hui en deuxième lecture. Nouvelle journée houleuse au Palais Bourbon. La droite quitte l'hémicycle. La gauche se divise. On va y revenir en détail dans les prochaines minutes. Et puis à 22h15, nous serons avec le rapporteur du projet de loi, Christophe Sirug. France Info, radio officielle de l'UEFA Euro 2016. 21h sur France Info, le journal. Pierre Neveu. Bonsoir Pierre. Bonsoir. La loi travail.